Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne. Au code de filles, vous êtes bien à Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, c'est un éléphant. Il vient d'être élu président du réseau libéral africain. C'est le président de l'ADF RDA, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Guébert. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. La 16e Assemblée générale donc, des libéraux africains vient de s'achever ici à Ouagadougou. C'est déjà un défi pour le Burkina d'organiser une telle rencontre. Tout à fait, ça a été un grand défi parce que lorsque la décision a été prise d'organiser cette 16e Assemblée générale au Burkina Faso, on avait déjà ces questions sécuritaires, mais n'avait pas connu, le pays n'avait pas connu cette situation des attaques récurrentes. Et ça fait une année pratiquement qu'on avait décidé de tenir cette rencontre au Burkina Faso et on avait retenu le thème paix et stabilité pour le développement économique et social au Burkina Faso. Il se trouve qu'entre-temps, nous avons eu des attaques récurrentes et surtout l'attaque de Bourgou. Après cette attaque, les partenaires ont commencé à se désister un à un sur le conseil de leur chancellerie parce que les partenaires européens estimaient que, au regard du niveau qui avait été élevé par rapport à l'insécurité au Burkina Faso, ils n'avaient plus la possibilité de venir. Eux-mêmes voulaient bien sûr venir, mais étaient obligés de tenir compte des recommandations de leur chancellerie, qui non seulement ne les autorisait pas à se rendre au Burkina Faso, mais également ne les autorisait pas à financer une activité sur le Burkina Faso, parce qu'ils seraient responsables s'ils finançaient une activité pour des personnes qui doivent se réunir au Burkina Faso et qu'il arrivait quelque chose à ces personnes au Burkina Faso, ils seraient responsables. Ça va jusque-là? C'est arrivé jusqu'à ce niveau. Et donc, ils nous ont demandé à un moment donné, ils m'ont demandé, puisque j'assurais aussi, j'étais le président délégué déjà depuis le Maroc en 2019, j'étais le président délégué du réseau libéral et par la suite, j'ai assuré l'intérim du réseau et ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour qu'ensemble, nous puissions proposer une nouvelle destination qui n'est pas concernée par ces questions. À ce moment-là, ils pourraient intervenir. Et nous avons estimé qu'il était bon qu'on maintienne la rencontre au niveau du Burkina Faso. Et cela nous a fait perdre plus de 100 000 euros de subvention, de financement pour la tenue de cette Assemblée générale, donc plus de 65 millions de francs CFA. Wow. Mais nous avons estimé qu'il était bon de tenir cette rencontre au Burkina Faso parce que pour nous, il appartenait aux Africains. C'est une réunion du réseau libéral africain parce que nous avons le réseau libéral africain. Ensuite, nous avons l'international libéral. Au sein de l'international libéral, vous avez les Européens, vous avez tous les continents qui sont représentés avec des regroupements régionaux. Et c'est l'ensemble de ces regroupements régionaux qui constituent donc l'international libéral. Donc tous les partis se retrouvent à l'international libéral, mais par solidarité justement, lorsqu'un regroupement organise une activité, les autres viennent participer. Et donc j'ai estimé que, s'agissant d'une rencontre du réseau libéral africain, il appartenait aux Africains de choisir le lieu où ils voulaient tenir cette rencontre et de définir eux-mêmes les critères de leur sécurité, mais il n'appartenait pas à une autre personne extérieure de dire si notre pays était fréquentable ou pas. Et nous avons maintenu cette réunion et les autres membres du bureau et les autres Africains nous ont accompagnés pour la tenue de cette Assemblée générale au Burkina Faso. Et les présidents libéraux de la région aussi, Afrique de l'Ouest, nous ont accompagnés en souhaitant effectivement que cette rencontre puisse se tenir dans l'espace ouest africain et plus précisément au Burkina Faso parce qu'ils estimaient que le niveau de sécurité permettait la tenue de cette rencontre. C'est donc votre contribution justement à la promotion de la destination Burkina dans ce contexte assez difficile justement. Et parlant de recommandations, la question sécuritaire est revenue justement dans les recommandations. Oui, tout à fait. Nous avons abordé la question sécuritaire parce que c'était l'objectif. En tenant la rencontre au Burkina Faso, c'était d'abord notre contribution pour que tous les libéraux du monde, plus particulièrement les libéraux d'Afrique, viennent se solidariser avec le peuple burkinabé en lutte et montrer que nous formons une même famille et qu'ils suivent ce qui se passe dans notre pays. C'est ainsi donc que nous avons eu à analyser la paix et la sécurité au Burkina Faso, mais également au-delà du Burkina Faso, nous avons analysé la paix et la sécurité dans le contexte du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique et même au niveau mondial. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est là que des recommandations ont été faites. Visiblement, les solutions à cette question, elles semblent connues depuis quelques années, mais
c'est dans l'action qu'on pêche toujours. On se demande comment ça se fait. Les sommets se multiplient, les appels à la mobilisation des ressources se sont multipliés, les ressources même ont été par moments, en tout cas, acquises. Mais sur le terrain, concrètement, on a du mal à faire reculer le problème. Pire, le phénomène ne fait que prendre de l'ascendance. Oui, on dirait que vous avez pris part à notre Assemblée générale parce que c'est ce qui a été dit en termes de solutions. On a fait ressortir d'abord qu'il n'y a pas de solution miracle. En fait, les solutions sont connues. En réalité, c'est dans la mise en œuvre de ces solutions que le problème se trouve. Il faudrait qu'on prenne à bras le corps cette question et que, effectivement, les recommandations qui sont faites soient réellement mises en œuvre. Quand on parle, par exemple, de la nécessité du dialogue inclusif, il faut entamer dès maintenant ce dialogue-là. Il faut consulter, il faut associer tout le monde et faire en sorte que chacun puisse... Parce que ceux qui sont des zones concernées sont ceux qui sont les mieux placés pour comprendre, expliquer ce qui se passe dans cette zone et comment on peut apporter la réponse. Parce que si la réponse n'est pas appropriée, on ne peut pas régler le problème. Il faut reconnaître aussi que nos États n'avaient pas été préparés à ce type de menaces. Et c'est pour cela aussi qu'il faut qu'on s'organise pour pouvoir faire face à cette menace. On ne peut pas dialoguer quand, dans le même temps, on a un discours qui n'appelle pas au rassemblement. Quand on veut dialoguer, on crée les conditions pour que le dialogue puisse se faire. Mais je crois que, comme on dit, toutes les guerres se terminent par un dialogue et nous devons être conscients que nous devons dialoguer, nous devons discuter et nous devons amener la majorité à adhérer. Quand vous regardez le phénomène du djihadisme au Burkina Faso, au départ, ceux qui nous attaquaient n'étaient pas du Burkina Faso. C'était à ce moment-là qu'il fallait traiter la question avec vigueur. Mais à ce moment, on a plutôt passé le temps à accuser ceux qui étaient là au lieu de régler le problème. Et du coup, les gens ont eu le temps d'agir, de s'implanter et de recruter maintenant des personnes à l'intérieur. Et dès lors que des Burkinabés maintenant sont associés, cela pose un problème. Alors il faut voir comment on fait pour justement amener les Burkinabés à ne pas coopérer. Et pour arriver à cela, il faut bien qu'il y ait le dialogue entre les Burkinabés et que nous posions les vrais problèmes et qu'on puisse régler les frustrations qui amènent les uns et les autres à agir de la sorte. Il faut qu'il y ait des investissements structurés et conséquents en faveur de la jeunesse dans ces zones, justement, vous l'avez dit. Les défis de votre présidence à la tête donc du réseau, ça va être quoi, les grands défis? Les libéraux ont des solutions libérales parce que nous pensons être l'avenir pour l'Afrique et nous pensons être la solution pour le développement économique et social de l'Afrique. Nous pensons que les solutions libérales qui résident dans la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté d'entreprendre, la liberté de commercer, c'est cela les valeurs libérales. Mettre l'homme au cœur et au centre de tout, croire en l'homme et donner une liberté à l'homme avec la seule limite de sa responsabilité. Le libéralisme, c'est l'alliance entre la liberté et la responsabilité. Votre liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Vous avez la liberté d'agir, mais vous devez agir en toute responsabilité. Et pour nous, ces solutions libérales permettront de développer l'Afrique. Et partout, en réalité, c'est ce que nous disons et c'est ce que nous avons rappelé lors de notre Assemblée générale, la plupart des régimes qui sont en place sont des régimes libéraux qui refusent de s'assumer. La vérité, c'est que la gouvernance, la réalité de la gouvernance est libérale. Elle est libérale, mais les gens refusent de s'assumer. Sinon, les gens appliquent des politiques libérales. D'accord. Alors, on va parler de financement du parti politique à présent. La DFRDA qui a renoncé effectivement à ces 19 millions et quelques au profit des forces de défense et de sécurité. Vous l'avez annoncé, c'est effectif, c'est bien ça? Oui, tout à fait, nous l'avons annoncé et nous l'avons fait, parce que c'est ce qui est important. Nous voulons, je me présente comme le candidat de la rupture. Rupture dans la manière de gérer les affaires. Rupture dans la relation avec l'État. Rupture dans le choix de ceux qui vont nous aider à gouverner ce pays. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et il nous faut des hommes d'engagement, des hommes qui mettent en œuvre ce qu'ils disent, des hommes également qui sont humbles, qui sont capables de reconnaître qu'ils se sont trompés. Parce que vous n'êtes pas capable de rupture, parce que vous êtes le fruit d'un système qui était déjà là.
le fait d'être le fruit d'un système vous donne plus de chances de pouvoir réaliser la rupture, parce que vous connaissez le système et vous savez qu'est-ce qui a marché dans le système et qu'est-ce qui n'a pas marché dans le système. Le MPP n'a pas créé la rupture et pourtant il est du système. Mais le MPP n'a pas créé la rupture parce que justement le MPP était au cœur du système et parce que justement le MPP c'était des socialistes qui ont continué donc ce qu'ils ont mis en œuvre. Nous sommes des libéraux et nous n'étions pas, nous avons côtoyé pendant un temps, parce que c'est ça l'erreur en fait. Aujourd'hui les gens pensent que le RDA c'était le système politique, le pouvoir en place. Non, le RDA était un parti de la majorité présidentielle. Et nous... Un peu comme l'UNIPS aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas quel est le rôle de l'UNIPS aujourd'hui, mais je pense que l'ADF-RDA avait en son temps plus de possibilités d'expression et assumait plus ses points de vue que ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous sommes des libéraux et nous avons toujours dit ce que nous pensions et nous avons toujours assumé ce que nous pensions. Et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs que nous quittions le gouvernement en 2012 parce que nous avions exprimé des points de vue qui n'étaient pas partagés, y compris par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au MPP à l'époque. L'UNIPS n'assume pas à ce niveau? L'UNIPS, je parle de ma formation politique. Pour le reste, c'est à vous d'analyser et peut-être aussi de poser la question à l'UNIPS. D'accord. Donc, voilà, si vous avez l'occasion de les rencontrer. Justement à ces 19 millions. Pour revenir donc à la subvention, d'abord, clairement, je peux faire la rupture. C'est important que je revienne pour le dire. Je peux réaliser cette rupture parce que j'en ai les capacités, j'ai l'expérience qu'il faut. J'ai pratiqué le système passé, j'ai tiré les leçons, nous avons vécu l'insurrection, nous avons été du mauvais côté au moment de l'insurrection, nous avons fait notre introspection, nous avons tiré les leçons et nous avons gardé cette résilience qui est propre à tout Burkinabé, de savoir que quand on croit en quelque chose, on ne doit jamais lâcher. On doit se relever, on doit reconnaître humblement s'être trompé et repartir de bon pied avec de nouvelles résolutions pour atteindre l'objectif qui est celui du bien-être du Burkina. Parce qu'en fait, ce que nous voulons faire, tout ce que nous faisons, c'est la recherche du bien de notre peuple, le Burkina Faso. Vous renoncez à ces 19 millions parce que vous en avez les moyens déjà. Non. Vous ne comptez pas sur ce financement. Non, pas du tout. Souvent, j'ai coutume de dire que ne donne pas que celui qui a, mais donne celui qui a un cœur. On peut avoir et ne pas donner. La preuve, nous, ce que nous avons remis, c'est l'ensemble de notre contribution, c'est 19 300 000, mais nous ne les avons pas remis parce que nous avions quelque chose. Nous les avions remis parce que nous croyons que la nation burkinabé passe avant notre formation politique, parce que nous croyons que la paix passe avant notre formation politique, et parce que nous pensons aussi que les hommes politiques doivent montrer un autre exemple après l'insurrection. Nous devons donner l'exemple, indiquer la voie. Et à notre niveau, au niveau de la DFRDA, après l'attaque de Koutoukou, nous avons fait 3 propositions essentielles. La première proposition était de dire qu'il faudrait qu'une prise en charge conséquente soit mise en place pour quelqu'un qui tombe au front, pour qu'on mette cela à la disposition des familles. Ensuite, nous avons fait la proposition que quelqu'un qui tombe au front, qu'on puisse faire une bonification d'échelon, de 2 échelons par rapport à son grade pour calculer son capital d'essai. Et nous avons proposé la constitution d'une réserve citoyenne et enfin que les 500 millions qui étaient attribués aux partis politiques soient réservés et reversés pour l'année 2019 aux forces de défense et de sécurité pour accompagner ceux qui sont en difficulté, parce qu'on avait vu qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas pu être évacuées à raison de manque de sommes d'argent. Vous avez vu après au moment où nous avions avions un certain nombre de mesures. Hein, voilà, et l'État, justement, l'État, nous nous réjouissons du fait que l'État ait pris en charge ce que nous avons proposé, parce que toutes nos mesures ont été prises quand on regarde. Parce que souvent on dit que l'opposition ne propose pas, mais nous avons fait des propositions pratiques qui ont été prises. C'est vrai, le capital d'essai a été fixé, on n'a pas fait une bonification de 2 échelons, mais on a fait quand même une bonification d'1 échelon. La réserve citoyenne, on n'a pas fait la réserve citoyenne, mais on a recruté des volontaires. Bon, on peut dire que nos propositions n'étaient pas hors sujet. Maintenant, sur les 500 millions, on nous a fait comprendre que c'était difficile parce qu'il appartenait au parti. Cette somme étant reversée au parti pour leur subvention hors campagne, l'État ne peut pas utiliser cette somme. Mais pour être conforme à notre proposition, parce qu'au moment où on la faisait, on n'avait pas l'argent dans nos mains. Donc on pouvait dire que comme on n'avait pas l'argent, on pouvait se permettre de faire des promesses dans le vide, dans le creux. Donc quand on nous a informé de la disponibilité de la somme d'argent,
nous avons adressé une correspondance au ministre de l'administration territoriale avec ampliation au président de la Cour des comptes pour demander à ce qu'un réaménagement budgétaire soit fait pour que cette somme soit allouée avec l'accord de la DFRDA aux forces de défense et de sécurité. Là, justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Est-ce que ce n'est pas un détournement de destination? Parce que ça, après tout, la comptabilité aussi, on sait, c'est un budget qui est destiné à financer les partis politiques. L'État ne peut pas permettre ça, de détourner ça à autre chose. Vous auriez pu vous-même trouver vos moyens, si vous voulez aider les FDS, trouver vos moyens pour aider les FDS, mais pas demander à ce qu'on prenne l'argent destiné au financement des partis politiques pour reverser ça aux FDS. Ça se fait couramment, je vais vous expliquer, ce n'est pas un détournement de fonds. D'abord, pour répondre à votre question, nous aurions pu trouver les moyens pour remettre, on l'a fait. Lorsque l'opposition a cotisé pour aider les forces de défense et de sécurité, la DFRD est intervenue. Au même titre que les autres partis, nous avons apporté notre contribution et nos militants sur l'ensemble du territoire ont contribué. Au-delà de cela, nous organisons régulièrement, si vous suivez l'actualité, des remises de dons aux personnes déplacées. Nous essayons d'accompagner parce que nous estimons que c'est notre rôle et c'est notre responsabilité d'être aux côtés de ces vaillantes personnes qui se battent. Nous devons être à leur côté parce que des gens perdent de vie pour nous sauver et pour nous permettre de mener nos activités. C'est parce qu'il existe la paix dans notre pays qu'on peut parler de partis politiques, qu'on peut faire de la politique, qu'on peut aller prier, qu'on peut aller mener des activités. Mais si la paix n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait cette gymnastique justement? Voilà, maintenant pour revenir à cela, je disais que c'était possible. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le réaménagement budgétaire. J'ai quand même été ministre pendant longtemps et je sais comment fonctionne l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé donc au ministère de faire un réaménagement budgétaire. Et puis, à ce moment-là, la proposition est faite et le réaménagement budgétaire est fait. Et on peut, souvent il y a la loi de finances rectificative où il y a la loi qui est prise après les 6 premiers mois qui permet donc des sommes qui étaient destinées à des activités qui n'ont pas été utilisées pour ces activités ou qui, compte tenu de l'urgence de la situation, peuvent être réaffectées à d'autres choses. C'est pour cela qu'il y a la régulation dans les ministères où il y a des budgets qui ne sont pas utilisés totalement. Donc, en fait, dans ce cas de figure, on a besoin seulement d'une volonté politique et on peut régler cette question en un quart de tour et affecter la somme à ceux à qui on voudrait les destiner. Bien qu'à cela ne tienne, la DFRDA ne peut pas l'exiger pour nous. Ce ne serait pas juste pour nous de l'exiger pour tout le monde. Mais au moins pour nous, ce qui nous revient, c'est une décision, à titre d'exemple, un don du cœur, et nous voulons que ce don-là aille aux forces de défense et de sécurité. Et cela ne veut pas dire que c'est la fin des actions que nous menons de soutien à l'endroit des forces de défense et de sécurité, parce que nous serons toujours à leur côté. Parce que cette proposition est quelque peu vue aussi comme, vous parlez de populisme tout à l'heure, comme du populisme tout simplement, parce qu'en termes d'impact, on se dit, c'est vrai, vous parlez d'exemplarité, parce que là, vous avez pu vous rendre compte après qu'on a dit que le ministère même de la Défense avait du mal à consommer son budget. On se dit, le problème n'est pas là. Ah non, il faut séparer les problèmes. Que le ministère de la Défense ait des problèmes pour consommer son budget, c'est autre chose. Mais que des Burkinabés qui se sont battus au risque de perdre leur vie, soient tombés pour protéger la nation, ou soient blessés pour protéger la nation, et n'ont pas le minimum pour les soins, et ne sont pas évacués, ça c'est une autre réalité. Et nous, en tant qu'hommes politiques, en tant que responsables, nous pensons qu'il faut gérer cette question-là. Et qu'est-ce que nous avons comme contribution? Ce sont les 19 millions que nous avons, que nous remettons pour que ces 19 millions puissent aller directement à ces personnes-là. Ce n'est pas du populisme. En attendant de régler. Ce serait du populisme si c'était une annonce qui n'est pas suivie des faits. Mais c'est une annonce qui représente un montant, qui représente une privation pour nous. Mais comme je l'ai dit, c'est un acte de conviction. Et c'est un appel aussi à tous les citoyens burkinabés à faire quelque chose pour venir en aide à notre nation qui est en difficulté et qui est menacée. Parce que je rappelle que c'est parce qu'il y a un pays, c'est parce que nous avons la sécurité que nous pouvons mener une campagne, que nous pouvons chercher le pouvoir. Sinon, si tout cela s'effrite, cette subvention-là ne nous servira à rien. Vous pensez quoi de l'attitude des autres partis qui n'ont pas suivi? Je l'ai dit tantôt, j'ai dit que chaque parti est responsable de ce qu'il souhaite faire. Donc nous ne demandons pas aux autres. Nous avons souhaité qu'on le fasse, toute la somme soit réaffectée.
On a dit qu'il s'agit d'une décision à prendre par chaque parti. Et nous sommes des libéraux et nous estimons effectivement que chaque parti a la liberté et la responsabilité de prendre la décision qui semble être la sienne et la bonne. Certains ont trouvé ça inélégant, votre attitude. C'est comme si vous jetez les autres en pâture. C'est comme s'ils ils sont moins patriotes. Nous n'avons jeté personne en pâture. Parce que c'est ça aussi. Quand on parle de rupture, c'est ça. En fait, on veut qu'on soit tous dans le même moule. Il faut comprendre que de plus en plus, la DFRDA va se distinguer. Parce que nous voulons gérer ce pays-là. Et nous voulons gérer ce pays différemment. Nous voulons apporter des solutions. Nous n'allons pas être là tout le temps à faire la même chose que tout le monde. D'accord. Alors pourquoi nous sommes à DFRDA si c'est le cas? Vous voulez gérer ce pays. Parlons donc des élections de 2020. Vous êtes le premier à avoir déclaré donc, votre candidature, à avoir été investi à Bobo Dioulasso, justement. Cette année, c'est certain, vous êtes partant pour la conquête de Kosiam. Mais l'ambiance est déjà lancée, hein. On le voit avec ces opérations de délivrance de carte nationale d'identité burkinabé. Et visiblement, on a vu la dernière sortie de l'opposition qui accuse le parti au pouvoir, justement, d'être dans une dynamique de fraude. Je voudrais dire, effectivement, comme vous l'avez rappelé, que j'ai été le premier à être candidat et investi comme candidat pour cette élection 2020, parce que nous pensons que nous pouvons apporter des solutions aux préoccupations des Burkinabés. Il y en a qui disent que ce n'était pas maintenant qu'il fallait faire cette candidature, mais c'était en 2005. En 2005, il y avait un contexte particulier dans notre pays, qui n'est pas celui que nous avons aujourd'hui. C'était qu'avec toute l'opposition, nous avions pensé qu'il était bon d'avoir une stratégie pour avoir limité le nombre de candidatures, ce qui n'a pas pu être fait en son temps. Et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé à l'époque de soutenir un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale, de préférence d'opposition. C'était le PDP-PS qui avait 10 députés à l'époque. Et nous avons rencontré le PDP-PS. Et apparemment, notre proposition n'avait pas vraiment intéressé le PDP-PS. Nous avons rencontré le CDP et qui a accepté donc d'échanger avec nous et surtout de prendre en compte, parce que c'est le président même de l'époque, le président Blaise Compaoré, qui nous a reçus au grand jour. Et nous avions des propositions. Parmi les plus importantes, c'était la question du quota genre. Les 30% dont on parle pour les femmes et les jeunes, le premier parti à en avoir parlé officiellement au Burkina Faso, c'était la DFRDA. C'était en 2005 qu'on a fait cette proposition. Le fonds pour la jeunesse, doté d'1 milliard de francs, c'était une proposition de la DFRDA. Le fonds a été créé au début, on ne l'a pas doté de 1 milliard de francs CFA. Nous avons réécrit pour demander à ce que le montant soit porté à 1 milliard de francs. D'autres questions, telles la lutte contre l'impunité, la corruption, ça faisait partie de ce que nous avons proposé. Parce que pour nous, quand vous allez à la conquête du pouvoir, vous ne cherchez pas le pouvoir pour avoir le pouvoir, mais vous cherchez le pouvoir pour mettre un programme en place. Et c'est la raison pour laquelle, donc, en 2005, quand nous avons constaté que aller pour être 14e ou 15e candidat, c'était rajouter à la confusion, nous avons préféré battre en retraite stratégiquement et nous préparer en nous donnant 10 années pour nous préparer et aller aux élections en 2015. C'est pourquoi, en 2015, même si le président Compaoré se présentait, la DFRDA allait présenter sa candidature. Ce qui fait que même après l'insurrection, nous avons présenté notre candidature. Elle a été rejetée. Nous avons accepté cela pour la paix. 2020, nous allons aux élections en estimant que nous sommes suffisamment préparés et que nous pouvons apporter notre contribution à notre pays, le Burkina Faso, et que nous pouvons être la solution. Si moi je suis élu en 2020, je sais qu'avec l'apport de tous, nous pouvons régler les problèmes qui se posent à notre nation burkinabé. Et pour être élu, il faut des électeurs, justement. Et oui. Là, on parle de ces fameuses cartes justement, je voulais faire cette précision avant de venir à la question de la carte d'identité. Avant la carte d'identité, je souhaiterais profiter de cette émission pour lancer un appel à tous les Burkinabés pour qu'ils s'enrôlent, quelles que soient leurs convictions politiques, philosophiques. Il est important de savoir que le droit de vote est un élément important et que le bulletin que vous avez, c'est cela qui vous permet de participer à l'avenir de votre nation. Tout citoyen burkinabé en âge de voter doit s'enrôler pour qu'au moment venu, il puisse avoir son mot à dire dans la destinée de sa nation. Beaucoup de Burkinabés n'ont pas de carte nationale d'identité. Maintenant, la carte nationale d'identité. Le parti au pouvoir mobilise ses militants pour leur permettre d'avoir le document.
apparemment, au niveau de l'opposition, on attend plutôt la campagne électorale. On n'a pas compris peut-être que tout commence par là, tout se joue maintenant, c'est-à-dire permettre au maximum de Burkinabés d'avoir et la pièce d'identité et la carte d'électeur. On a bien compris que tout commence par là. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que nous avons pensé que cela est du rôle régalien de l'État. Souvenez-vous qu'il y a 10 ans, avant l'élection présidentielle de 2010, il y a eu une opération. L'État a organisé une subvention des cartes d'identité. Et ce que nous attendons de l'État aujourd'hui, pour qu'il y ait une égalité d'accès de tous à la pièce d'identité, c'est que l'État, à travers ses partenaires, entreprenne des négociations pour subventionner la carte d'identité. La carte d'identité a été subventionnée avant la présidentielle, il y a 10 ans, à 500 francs, pour que tout le monde puisse prendre sa carte d'identité. Mais ici, on a le sentiment qu'il y a cette volonté de maintenir les gens dans un état de nécessité et de besoin, et de venir par derrière faire un troc électoral, ce qui est une fraude à l'élection. Je vous donne 2000 francs ou 2500 pour une pièce d'identité, mais vous votez pour moi. C'est très grave. Ce n'est pas ça l'État. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est que tout Burkinabé ait un droit d'avoir sa pièce d'identité. Surtout au-delà même des élections, c'est une question sécuritaire. Au moment où le pays est menacé de toutes parts, au moment où nous devons œuvrer à faire en sorte que tout Burkinabé qui se déplace ait une pièce d'identité, ce n'est pas cela la préoccupation. La préoccupation, c'est de s'organiser pour faire prendre des cartes d'identité par ses électeurs, parce qu'on se dit que si on a plus de cartes d'identité, avec nos électeurs, on bloque les autres et comme ça on sera élu. Mais le peuple n'est pas dupe. On a l'impression que l'opposition justement se fait toujours prendre au piège, se réveille toujours en retard. Par exemple, cette question de la subvention de la CNIB, ça aurait pu être débattu au niveau du dialogue politique. On a toujours évoqué cette question de la subvention de la pièce d'identité. L'opposition a toujours dit qu'il était nécessaire que l'État intervienne là-dessus. Il y a même eu des correspondances qui ont été adressées officielles pour réclamer donc la subvention. Et cela, jusqu'à présent, n'a pas été fait. Sinon, l'opposition ne se réveille pas tard. L'opposition a toujours indiqué clairement qu'il était utile et nécessaire qu'à ce niveau-là, on mette tout le monde au même niveau d'égalité d'accès à la pièce d'identité. Et au-delà même de la question du financement de la subvention de la carte d'identité nationale, il y a des gens aujourd'hui qui ont fait leur carte d'identité, ils ont déposé, ils ont le récépissé depuis 3 mois, ils n'ont pas encore de carte d'identité. Il y a un troisième problème, il y a le problème de toutes les pièces d'identité qui viennent à expiration en 2020 et en 2021. Et l'ONI a clairement, quand nous l'avons entendu lors du dialogue politique, avait dit que le nombre de cartes d'identité qui viennent à expiration est tellement élevé que ça va être difficile qu'avant les élections, ils puissent donner une certitude qu'on pourra remplacer toutes les cartes d'identité. Et là également, lors du dialogue, il avait été demandé, pour vous dire qu'on a parlé de toutes ces questions, il avait été demandé donc qu'un décret puisse être pris pour proroger les cartes qui viendraient à expiration en 2020 et en 2021. Pourquoi? Parce qu'en fait, le processus de mise en œuvre des premières cartes d'identité remonte à 2010, ce qui fait que le plus gros lot de cartes d'identité risque d'expirer en 2020. Et là, c'est un défi qui aurait pu mobiliser l'ensemble des partis politiques un peu plus tôt pour régler cette question, parce que la question de la participation, elle est toujours posée. Moins de Burkinabés vont aux urnes. 2020, c'est un enjeu majeur. On aurait pu prendre le problème à bras le corps. Apparemment, toute la classe politique à ce niveau n'a pas fait grand-chose. On attend à la veille des élections pour effectivement poser le débat. Bon, le parti au pouvoir trouve ses moyens pour peut-être offrir des CNIB à ses militants. C'est de bonne guerre. Pourquoi vous ne faites pas pareil au niveau de l'opposition? Pourquoi nous ne faisons pas pareil au niveau de l'opposition? Parce que nous nous posons la question de la légalité d'une telle démarche. Nous sommes en train de nous demander, est-ce que vraiment c'est ce qui est indiqué? Est-ce qu'il n'appartient pas à l'État de le faire? Bien sûr. Tant que la loi ne l'interdit pas. Bien sûr, il faut reconnaître que des particuliers ou des personnes appartenant à des partis ont souvent sollicité l'ONI pour cette délivrance de pièces d'identité. Des associations organisent des opérations de délivrance de pièces d'identité. Mais nous restons convaincus que c'est une question qui devait être gérée par l'État. Et c'est pour cela que nous avons interpellé l'État et nous continuons d'interpeller l'État. C'est comme pour les pièces de votation pour l'extérieur.
nous avions été clairs en son temps pour dire que l'absence de la carte consulaire poserait problème. On nous a dit non, que nenni, la carte d'identité burkinabé, le passeport, c'est suffisant. Résultat des courses, voilà que les Burkinabés de l'extérieur ont été obligés de courir se faire des cartes d'identité nationale ou des passeports pour ceux qui voulaient voter. Le résultat, on le connaît avec l'enrôlement de la on le connaît. Mais oui, mais là où la chose n'est plus logique, c'est que ceux qui, au lieu de faire la carte, qui n'avaient pas la carte consulaire, parce qu'il y a ceux qui avaient la carte consulaire, on leur a dit, vous ne pouvez pas voter, il faut la carte d'identité. Ok, du coup, tous ceux qui n'avaient pas encore fait la carte consulaire se sont rués sur la carte nationale d'identité pour ne pas faire une double dépense. Mais quelle fut la surprise, ou quelle ne fut pas la surprise, quand au moment de l'enrôlement à l'extérieur, ces personnes arrivent avec leur carte nationale d'identité toute neuve, le sésame, et on leur dit non, ce n'est pas suffisant, vous n'avez pas de carte consulaire, donc vous ne pouvez pas voter. Il vous faut avoir la carte consulaire en plus. Donc les gens ont été obligés encore de faire face aux frais de la carte consulaire, en plus de la carte nationale d'identité, avant de pouvoir s'enrôler. Si c'est ce fait taux d'enrôlement, la CENI a justement les partis politiques n'ont pas aussi joué leur rôle. Hein. Les partis, le dialogue politique, en termes de sensibilisation, de mobilisation. Nous avons sensibilisé nos militants, mais que voulez-vous? Prenez le cas, par exemple, du Canada. L'ambassade est à Ottawa. Les gens sont dans plusieurs États. Prenez le cas des États-Unis. Vous avez une ambassade à Washington et vous avez plusieurs États. Les gens sont obligés de faire 12 heures de route, de faire plus de 5 heures de vol, souvent de demander la permission, parce que là-bas, tu ne peux pas quitter le service comme ça, pour juste aller s'enrôler et dépenser combien de fois. J'ai cet exemple qui m'a été donné par un qui m'a appelé de l'Italie, qui m'a dit, mais monsieur le président, j'ai fait 667 km pour venir à Rome, pour m'enrôler. J'ai dû demander une autorisation auprès de mon employé. Une journée. Je perds cette journée de travail. Ensuite, j'ai payé pour aller m'enrôler. Je dois rejoindre mon... Arrivé, je dois payer pour la carte consulaire. Pensez-vous que quelqu'un qui n'est pas engagé politiquement est prêt à faire cela? Ce n'est pas la faute de l'opposition. On a durci volontairement les conditions pour décourager les Burkinabés de l'étranger. Alors, il y a aussi au niveau national, l'enrôlement est en cours justement, et il y a cette situation sécuritaire aussi avec cette crainte que des zones entières ne puissent pas justement... ou des populations ne puissent pas s'enrôler à cause de la situation sécuritaire. Oui, et là également, nous estimons qu'il appartient à l'État de faire en sorte que les gens puissent s'enrôler partout. Nous avons d'ailleurs, à travers une déclaration, demandé de sécuriser les opérateurs de kits et de faire en sorte qu'ils soient protégés. Il y a eu malheureusement cette attaque. Oui, tout à fait, ce qui est regrettable et déplorable. Et nous espérons justement que les dispositions seront prises pour protéger ces jeunes opérateurs de kits qui vont faire le travail pour la nation. Et nous avons aussi proposé que les déplacés puissent voter là où ils sont. Donc, qu'ils puissent être enrôlés là où ils se trouvent pour le moment et qu'ils puissent voter à cet endroit. La CENI a des options justement dans ce sens. Oui, à ce niveau, la majorité et l'opposition, le dialogue politique dans son ensemble, a trouvé la solution consensuelle qui est celle de faire voter les personnes déplacées internes dans les zones où elles se seront inscrites et où elles sont momentanément installées. Et là aussi, cette ambiance-là présage quand même de quelque chose. Vous savez que ce sont des populations assez vulnérables qui n'ont rien, dans le dénuement total. Forcément, le pouvoir d'achat, le portefeuille va jouer justement par rapport à la quête de ces électeurs. Oui, dans une certaine mesure. C'est la réalité de notre système électoral. C'est la réalité. On a l'impression que parfois, l'opposition se contente de dénoncer, mais va pas peut-être dans la même dynamique, dans la même pratique, mais après, n'a que ses yeux pour pleurer. Comme vous le disiez tantôt, c'est peut-être les lacunes de notre système électoral qu'il faut améliorer. Mais je voudrais dire que, d'un autre côté, vous avez ces populations qui sont démunies, qui sont dans le besoin, mais ces populations n'ont pas perdu leur dignité. Et c'est le plus important. Parce que ces populations aussi savent dans quelles circonstances et dans quelles conditions elles ont été amenées à se déplacer. Quand vous êtes un père de famille, vous vivez avec votre famille, dans votre maison, avec votre bétail, avec vos biens, et qu'un jour, vous êtes réduit à fuir
votre village avec femmes et enfants en laissant tout derrière vous, il n'y a plus une valeur pécuniaire. Il n'y a rien qui peut aller au-delà de ce préjudice que vous avez subi. Et ces personnes-là souffrent dans leur âme et dans leur chair. Parce que c'est de grandes frustrations. Des personnes, malheureusement, parfois préoccupées par l'existant, le besoin pressant. Elles sont préoccupées par le besoin pressant et présent, mais cela ne leur enlève pas leur dignité. Encore faut-il que et c'est là où ces personnes-là peuvent les candidats puissent convaincre, tenir le discours qui puisse convaincre. Oui, ça c'est tout à fait normal. Voilà, la campagne est là pour ça. Et puis il appartiendra à chaque candidat de tenir ce discours qu'il faut. Et surtout aussi, pas de tenir seulement un discours, mais d'indiquer à ces personnes quelles sont les solutions qu'il pourra apporter. Parce qu'en fait, ce que ces personnes veulent, c'est pas qu'on leur tende quelques billets pour une élection, mais c'est qu'on puisse les ramener, là où elles étaient et qu'elles puissent vivre dans des conditions dignes et saines. Et c'est ce que nous devons faire. Et malheureusement, on a l'impression que l'opposition aussi est parfois ou souvent dans la critique sans véritable proposition qui puisse convaincre justement les électeurs. L'opposition, en fait, le problème aussi, c'est que je pense qu'on ne prend pas souvent le temps de suivre et d'écouter l'opposition. Si vous prenez une formation politique comme la DFRDA, nous avons toujours été constants. Sur toutes les questions, nous avons eu des propositions. Et la plupart du temps, nos propositions sont mises en œuvre. Et nous avons eu de la vision. Quand on parle par exemple de la réconciliation nationale, la DFRDA a été le premier parti au Burkina Faso ici, depuis l'insurrection, à évoquer la question de la réconciliation nationale, à faire la tournée de demande de pardon. Au moment où on faisait la tournée de demande de pardon, tout le monde riait. Au moment où on parlait de la réconciliation nationale, personne ne voulait entendre parler de la réconciliation nationale. Aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait que tout le monde est convaincu de la nécessité d'aller à la réconciliation. On est à l'étape où on se demande maintenant quel type de réconciliation. Mais au moins, nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'aller à la réconciliation. Sur les questions sécuritaires, nous avons fait des propositions concrètes. Sur les questions des déplacés, nous avons fait des propositions. Sur chaque sujet, la DFRDA a toujours fait des propositions et il s'est révélé avec le temps que nos propositions étaient celles qui pouvaient être les solutions. Sur la question, par exemple, des déplacés, vous pensez comment régler ce problème, faire en sorte que les gens puissent rester dans leur zone ou alors que tous ces plus du demi-million de déplacés, qu'on puisse les ramener dans leur local? C'est ce qu'ils attendent justement. Oui. Non, pour la question des déplacés internes, l'idéal n'est pas de les maintenir là où ces personnes se trouvent. D'abord, il faut assurer le minimum pour le vécu de ces personnes là où elles sont. Mais c'est de travailler à sécuriser les zones de départ de ces déplacés et les ramener dans leur zone. Et ce n'est pas ce qui est fait actuellement? Vous n'avez pas l'impression que cette dynamique est engagée? Bon, c'est vous qui me disiez que pour les élections, est-ce qu'on pourrait aller dans des zones parce que les zones sont menacées? Donc si vous aviez le sentiment que cela était fait, je pense que vous ne me poseriez pas cette question pour les élections. Ce qui est valable pour les élections est valable pour ceux qui résident dans ces zones. D'accord. Ok. L'opposition, visiblement, cette année, est en train de parler de stratégie commune pour conquérir le pouvoir. Oui. Concrètement, comment ça se traduit? Parce que pour certains observateurs, pourquoi ce n'est pas déjà dans le premier tour que l'opposition s'organise? Parce que visiblement, c'est une stratégie qui concerne le second tour. Parce que vous avez la ferme conviction qu'il y en aura, mais il peut ne pas en avoir. Oui, je suis d'accord avec vous. Il peut ne pas y avoir de second tour, mais nous avons la conviction non seulement qu'il y aura deuxième tour, mais l'autre conviction que nous avons s'il n'y a pas de deuxième tour, c'est que ce sera un coup KO en faveur de l'opposition. C'est pour cela donc on a pris en compte le premier tour. Le aussi. Pouvoir a l'appareil d'État, a les moyens de sa politique. Le pouvoir peut avoir l'appareil d'État, avoir les moyens de sa politique, mais cela n'exclut pas qu'on perde le pouvoir. Il y a des gens qui ont eu plus de moyens et qui ont eu plus de moyens, plus de possibilités que ceux qui sont au pouvoir et qui ont perdu le pouvoir dans d'autres pays. Pour vous, l'opposition, elle est suffisamment consistante aujourd'hui pour créer des ennuis au pouvoir? Pas créer des ennuis au pouvoir, parce que nous cherchons à créer d'ennuis à personne, mais elle est suffisamment consistante pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer, parce qu'elle a une alternative crédible à offrir au peuple. Rappelez-vous que moi je dis toujours, à la DFRDA, nous ne cherchons pas le pouvoir pour le pouvoir. Nous cherchons le pouvoir parce que nous voulons apporter des solutions pour le bien-être et le vivre ensemble des Burkinabés. Nous ne venons pas au pouvoir pour nous venger, nous ne venons pas au pouvoir pour régler des problèmes avec X ou Y. Nous venons au pouvoir pour rassembler les fils de cette nation
et regarder ensemble dans la même direction pour construire notre pays. Et ça, nous pensons que nous pouvons le faire parce que nous avons cette passerelle qui nous permet de parler avec tout le monde et de parler avec toutes les générations. Parce que rappelez-vous que j'ai été avec la génération qui est dite la génération des anciens, mais j'ai été aussi avec les jeunes. Donc je peux être une passerelle entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Le pont. Et faire le pont pour préparer la génération future, pour mettre le Burkina sur les rails. L'ADF RDA aujourd'hui, l'éléphant en termes de poids, qu'est-ce que ça représente véritablement? Est-ce que vous pensez que l'éléphant est capable encore, parce que l'enjeu c'est aussi le Parlement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au regard de vos assises, quand vous faites le tour du Burkina, vous parcourez le pays, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez encore suffisamment de base électorale capable de vous permettre de faire le plein aussi à l'Assemblée, par exemple? L'ADF RDA a cet avantage qu'aucun autre parti n'a au Burkina Faso, c'est d'être un parti historique. Parce que quand on parle de l'ADF RDA, on a tendance à voir juste Waïgouya. L'ADF RDA, ce n'est pas justement Waïgouya seulement. Et puis, ce n'est pas mauvais que les gens aient tendance à voir Waïgouya. Ils verront plus que Waïgouya plus tard. Si on sous-estime l'adversaire, ce n'est pas une mauvaise chose qu'on vous sous-estime. L'essentiel, c'est le travail que vous pouvez abattre sur le terrain. Et je vous dirais que le bastion de l'ADF RDA, avant Waïgouya, c'est d'abord les hauts bassins. Historiquement, c'est au niveau des hauts bassins. Historiquement, mais que la réalité... La réalité est toujours là, c'est que nous avons un député maire au niveau de Bobo Dioulasso. Et la réalité est toujours là que depuis les indépendances à ce jour, coup d'État ou pas coup d'État, insurrection ou après insurrection, l'ADF RDA a toujours eu au minimum un député dans les hauts bassins. Pour vous, c'est un électorat fidèle. C'est un électorat fidèle. Les hauts bassins. Les hauts bassins. Et je voudrais saluer au passage les Ouézen Koulibaly, le lion du RDA, qui ont créé la voie. Nous ne sommes que des relais aujourd'hui. Et nous pensons que nous pouvons transformer cette essai. Maintenant, je reviens toujours à votre question. Est-ce que nous pensons que nous avons suffisamment de personnes pour constituer une base? Donc je dis, notre avantage, c'est que nous sommes un parti historique. Nous avons un électorat qui est fidèle, qui vote ADF RDA. Il ne vote pas le RDA parce que c'est Gilbert. Hein. Sans réfléchir. Il vote RDA parce que c'est le RDA. Quelle que soit la personne qui est à la tête du parti, c'est le RDA. Le travail que nous faisons, c'est le travail supplémentaire de recrutement de nouvelles personnes. Est-ce que c'est un parti de jeunes aujourd'hui? Parce que là, quand vous parlez, on a le sexe, c'est beaucoup plus les anciens. Quand vous me regardez, vous n'allez pas me classer quand même parmi les anciens. Et je suis plus âgé que tous les membres, pratiquement, de notre direction du parti. Vous me donnez l'occasion de montrer que nous avons renouvelé notre bureau politique et que nous avons plus de 33% de jeunes de moins de 35 ans dans nos structures. Et puis, on ne le dit pas assez, il y a une étude indépendante qui montre que l'ADF RDA est le parti qui fait le plus la promotion des jeunes au Burkina Faso, mais également aussi des femmes. Il y a même eu une compétition organisée par le programme PIPA avec l'IGD, où le Burkina Faso, au niveau du Burkina Faso, l'ADF RDA est sorti premier parti de tous les partis politiques du Burkina Faso en matière de promotion de la jeunesse, mais deuxième parti de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que j'ai dit, nous, on ne fait pas du populisme. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et que nous ne disons pas. Je reviens quand même pour terminer la réponse, pour vous dire que en politique, le président d'honneur du RDA, Gérard Kangoé Drago, avait l'habitude de dire que 1 + 1 n'est pas forcément égal à 2. C'est l'image qu'on peut voir actuellement de l'impression que l'ADF RDA ne peut pas faire le change. C'est pas ça la réalité. C'est le terrain qui commande la manœuvre. C'est le terrain qui commande la manœuvre, oui. Mais nous pensons justement que ce même terrain-là, il évolue très rapidement. Vous savez, les choses évoluent politiquement très rapidement. Prenez l'exemple de ce que l'ADF RDA était le 30 octobre 2014. Il a suffi de quelques heures pour que la position de l'ADF RDA sur l'échiquier politique... C'est un parti qui a des ressorts. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ce qui est l'image qu'on a aujourd'hui n'est pas forcément celle qui sera reflétée au sortir des élections. Et l'ADF RDA sait qu'elle a les ressorts nécessaires pour conquérir ce pouvoir. Nous avons du travail à faire. Ça certes, on est d'accord. C'est une force au Parlement qui compte beaucoup. Plaise à Dieu, nous serons une force au Parlement. Nous avons d'ailleurs toujours, lorsqu'il y a eu des élections, si vous remontez aussi sur l'histoire, vous constaterez que ce n'est pas la première fois que le RDA était en difficulté et est remonté. Et donc, la dernière fois d'ailleurs, aujourd'hui nous avons 3 députés, mais la dernière fois où l'ADF RDA a eu 2 députés,
l'élection qui a suivi, nous avons eu 18 députés. Mais cette fois-ci, nous espérons avoir plus que 18. En 2020? En 2020. Plus que 18 députés? Plus que 18 députés en 2020. Voilà. Vous parlez sérieusement? Ben, que Dieu nous donne longue vie et vous viendrez nous féliciter pour ce que nous avons réalisé à l'Assemblée nationale. Et donc, si on comprend dans le cas justement de cette stratégie commune de l'opposition, en cas de second tour, si le candidat de la DFRDA n'est pas au second tour, face au candidat par exemple du MPP, la DFRDA soutiendra le candidat de l'opposition, c'est bien clair. Je voudrais que vous preniez l'exemple en disant si la DFRDA est au second tour, tous les autres candidats qui ne sont pas au second tour soutiendront la DFRDA. C'est la même chose. Ils ne sont pas encore là. Voilà, mais c'est la même chose. Concernant, c'est pour dire que c'est exactement cela. C'est exactement cela. Voilà. Est-ce qu'en cas de second tour, si effectivement peut-être le pouvoir vous fait la cour, est-ce que vous ne serez pas tenté peut-être d'être aussi aujourd'hui dans la position de l'UNIPS? Nous l'avons pratiqué déjà, cette position. Et donc, nous connaissons les limites d'une telle position. Nous sommes en train de travailler à créer une coalition. Nous n'avons pas encore signé les accords. Et si nous signons nos accords, tout le monde sait que la DFRDA est un parti qui respecte ses accords. Si d'ailleurs nous nous sommes retrouvés dans la situation qui est la nôtre, c'est parce que jusqu'au bout, nous n'avons pas voulu trahir et que nous sommes restés jusqu'au dernier jour fidèles à nos engagements. Loyal. Nous sommes loyaux dans la prise de position. On termine le dernier sujet, l'affaire de l'UITS, l'impôt unique sur les traitements et salaires qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui pourrait être la source d'une crise qui pourrait même peut-être porter un coup au calendrier électoral. Vous pensez? Ça crée, non, la question de l'UTS aujourd'hui? C'est effectif, le pouvoir a décidé de l'appliquer. C'est dommage que dans cette situation où nous sommes déjà en train de faire face à plusieurs fronts, le pouvoir ait décidé d'une manière maladroite d'ouvrir un nouveau front. Aujourd'hui, les Burkinabés sont en situation de souffrance et de difficulté. Il s'agit de faire en sorte que si on ne peut pas augmenter le panier de la ménagère, qu'on ne diminue pas le panier de la ménagère. Donc ne comptez pas sur la DFRDA pour être un avocat de cette cause de l'UTS. Vous êtes contre l'UTS? Nous disons que le moment n'est pas le bon. Le choix n'est pas le bon. Il faudrait. Et rappelez-vous aussi qu'on nous avait dit qu'il y avait des milliards qui allaient venir pour les Burkinabés, le PNDS. Rappelez-vous que le président Salif Diallo, paix à son âme, avait dit au Premier ministre Thiéba que s'il revenait à l'Assemblée l'année qui suit sans les milliards qui avaient été promis, la porte de l'Assemblée serait étriquée. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons ces milliards. En lieu et place de ces milliards, ce que nous constatons, c'est une imposition aveugle des citoyens. Ça pose un problème. Je pense que ce n'est pas le bon moment et qu'il faut savoir faire la part des choses. Pour vous, c'est de la provocation? Vous avez dit, je ne sais pas quelles sont les préoccupations qui sont les leurs. Je crois que d'équité, de justice fiscale. Non, je ne pense pas que c'est une question d'équité et de justice fiscale. Je pense qu'en réalité, si le pouvoir le fait, peut-être parce que le pouvoir n'a plus d'argent. Sinon, franchement, aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, où nous voyons que tout est volatile dans notre pays, où nous voyons que notre situation est instable, ce n'est pas le moment de créer de nouveaux fonds. Il ne vous est jamais arrivé de penser que ça peut être aussi un moyen d'avoir de l'argent pour organiser les élections aussi? Non, plutôt il m'est arrivé de penser que ça pourrait être une idée pour créer, vous avez parlé de report du calendrier électoral. Souvent je me pose la question de savoir, est-ce que finalement, est-ce qu'on cherche à créer des troubles pour qu'il n'y ait pas d'élection ou finalement qu'est-ce qu'on cherche? Il faut qu'on aille à ces élections-là en 2020. Et je pense qu'il y a plus important à faire. Donc, moi, si j'avais un conseil à donner, vous dites que l'opposition ne donne pas de conseil, ne se prononce pas. Si moi, j'avais un conseil à donner à ce pouvoir, c'est de leur dire, ne forcez pas sur la question de l'UTS. Retirez tranquillement cela en attendant. Et puis, de toute façon, nous avons des élections en 2020. Si vous êtes réélu, battez campagne sur la base de l'UTS. Dites à l'électorat, si nous revenons, nous appliquons l'UTS. Et vous êtes élu avec votre UTS, vous venez, vous mettez en œuvre légitimement votre UTS. Mais actuellement, en tout cas à leur place, j'aurais battu en retraite parce que il ne sert à rien d'aller contre le peuple. Moi, j'ai cette expérience-là et je sais qu'il faut être avec le peuple et je serai toujours avec le peuple. Avec le peuple, ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas exclu une alliance syndicat politique dans le cadre de cette lutte contre l'UTS? Enfin,
Vous savez que l'opposition a visité les syndicats ont visité l'opposition, mais pas par rapport à cette question. C'est-à-dire que sur toutes les questions qui peuvent engager l'avenir de notre nation, nous sommes ouverts à pouvoir discuter. Vous êtes prêt à répondre à l'appel, par exemple, des organisations syndicales sur le sujet, par exemple? C'est une question qui serait débattue lorsque nous serons saisis au niveau de l'opposition. Je ne suis pas le seul membre de l'opposition. Il y a un chef de file de l'opposition et c'est l'opposition qui prend ses décisions de manière consensuelle. Mais je veux dire que le principe d'une collaboration entre opposition et syndicats a toujours été posé et nous avons toujours échangé ensemble. Et nous pensons que chaque fois que la situation nationale exige que nous nous mettions d'accord pour l'intérêt national, il n'y a pas de raison que nous ne nous mettions pas d'accord sur ces questions et sur ces sujets. En même temps, le pouvoir vous donne donc un argument électoral, non? Bon, disons qu'actuellement, nous ne sommes pas sur ces questions-là en disant que nous sommes à la recherche d'un argument intellectuel. Nous, ce que nous voulons vraiment aujourd'hui, c'est de pacifier le pays. Notre pays a besoin de paix. D'accord. Il faut pacifier le pays. Et puis après, quand viendra les joutes électorales, on se retrouvera et puis chacun défendra. Ils défendront leur bilan et nous aussi nous dirons ce que nous pensons de leur bilan. Voilà. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, le président de l'ADF-RDA et président du réseau libéral africain, Maître Gilbert Noël Ouédraogo. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.